pas fait les étapes les unes après les autres, on a fait toutes les étapes en parallèle pour que, au moment où on allait être livré des Fabriques à Histoire, on puisse tout était prêt en fait. Donc, en même temps de travailler avec le bureau d'études français, on a pris nos petits prototypes faits main, on est allé toquer à la porte très très naïvement d'un Nature et Découverte qui était à côté de chez moi. On est allé voir une vendeuse, on fait coucou, on a cet objet, on aimerait bien le vendre chez vous, comment on fait? Elle nous a donné le contact du directeur des achats qui a répondu dans les 10 minutes à notre mail pour nous donner rendez-vous au siège social. On est reçu et gros coup de cœur pour le projet et à tel point un coup de cœur qu'ils nous ont dit nous on a dit on n'est pas prêt, il faut maintenant qu'on passe à la phase industrielle. On a fait des réunions avec eux je crois à peu près tous les 6 mois pour les tenir au courant d'où on en était. Mais du coup on était sûr au moment où on serait prêt que Nature et Découverte allait distribuer des Fabriques à Histoire. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémenté de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'audio interactif et de l'éducation des enfants avec une entreprise française pionnière en la matière, j'ai nommé Luni. Mon invité du jour est Maëlle Chassard, cofondatrice et co-CEO. Depuis 2014, Maëlle et son équipe imaginent des expériences audio immersives pour éveiller l'imaginaire des enfants et les éloigner des écrans. Avec des produits emblématiques que peut-être vous connaissez, comme Ma Fabrique à Histoire, Luni est devenu un acteur incontournable du marché du jouet éducatif. Plus récemment, l'entreprise a franchi une nouvelle étape avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses récits, notamment avec les farfadets du fond du jardin, une aventure audio personnalisable grâce à la synthèse vocale. Avec Maëlle, nous allons explorer les 3 grands axes habituels. D'abord, le marché. L'audio interactif pour enfants se situe entre le jouet, le divertissement et l'éducation. Alors, comment Luni a-t-il su s'imposer et innover face à une industrie dominée par le numérique et les écrans ? Nous poursuivrons par la proposition de valeur de Luni. Quels sont les piliers qui font le succès de Ma Fabrique à Histoire et de la maison d'édition intégrée ? L'occasion aussi de revenir sur l'avenir du secteur et l'impact de l'IA. En effet, comment Luni intègre-t-il l'intelligence artificielle dans ses produits ? Quels enjeux cela soulève-t-il pour l'expérience utilisateur et pour les professionnels de la voix ? Enfin, nous parlerons de la relation consommateur, et ici, elle est assez singulière dans la mesure où les utilisateurs, à savoir les enfants, ne sont pas les acheteurs, mais qui sont eux les parents. Une conversation qui s'annonce passionnante, mais avant de commencer, Maëlle, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Cyril, merci de m'inviter. Donc, je m'appelle Maëlle Chassard, j'ai 35 ans. Et je suis designeuse de formation. J'ai imaginé du coup notre premier produit Ma Fabrique à Histoire. Ça veut dire quoi, designeuse ? Designeuse, j'ai fait des études de design. Ouais, mais alors le design, je crois que c'est assez vaste. Oui, tout à fait, tu es bien renseignée. Moi, je me suis spécialisée en design d'innovation. Donc, je ne suis pas designeuse technique, mais j'aime imaginer des concepts qu'on appelle disruptifs pour répondre à un problème où il n'y a pas encore de solution. On est entre l'ergo
comment on appelle ça, Nomi. C'est quoi le design d'innovation concrètement? Tu peux nous donner un exemple? Bah, c'est juste être en capacité d'observation pour identifier des problèmes Ouais. et ensuite y apporter une solution très simple. Et ça, t'as suivi une formation où pour faire ça? À Strat Collège, Strat école de design qui est à Sèvres, à côté de D'accord. Paris. Bon, merci pour déjà ce petit recadrage, parce qu'en fait, innovation ou design, Oui, on peut penser à plein de choses. Tout à fait. Le design aussi, on utilise ce mot pour parler de l'UX. Pour parler de l'UX, pour parler d'un beau meuble, pour parler... Ouais, de Ouais. beaucoup de choses. Donc, tu as une formation artistique, en fait. C'est quoi? Non, c'est pas artistique, puisque l'art a plus vocation à faire passer des messages scientifique sans utilité. Oui, ça peut être scientifique. Une bonne démarche de design, d'ailleurs, dans les concepts, est souvent, ou en tout cas devrait être systématiquement accompagnée d'une démarche scientifique. Ça peut freiner aussi la mise en projet, puisque aussi l'idée avec une démarche design, c'est très rapidement prototyper pour tester auprès d'utilisateurs, là où la démarche scientifique prend le temps de mesurer. Donc c'est trouver un peu un juste milieu et aussi en fonction du projet. Moi en tout cas, je suis très partisane, en tout cas c'est ma manière de faire, d'identifier un problème et de tout de suite prototyper pour le tester, pour voir si ça marche et après faire évoluer et itérer. D'accord, donc tu as été diplômé en quelle année? En 2013, ouf. En 2013, non mais en fait si je te pose la question, c'est pour comprendre le chemin qu'il y a entre ton diplôme obtenu et le lancement de l'Uni 2014. Ouais. Un an? Bah, c'est parce que mon projet de diplôme est l'Uni. Ouais. Donc en fait, en dernière année d'études, j'ai écrit un mémoire sur les imaginaires collectifs et individuels, où la grande observation de ce mémoire était que l'arrivée des écrans dans nos vies était un frein, ou en tout cas allait faire baisser notre capacité à imaginer et à créer, sachant que les bases cognitives de l'imagination se font entre 3 et 8 ans. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, puisque moi, l'imagination, c'est toute ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais une enfant dans mon monde qui arrêtait pas d'imaginer plein de scénarios, plein d'histoires, tout le temps. Tu étais une grande lectrice et tu l'es peut-être d'ailleurs toujours, je sais pas. Je préférais qu'on me raconte des histoires. Ouais. Ouais, j'aimais les lire, bien sûr, T'as mais... été bercée par des contes des parents peut-être qui te racontaient des histoires? Comment C'était mon moment préféré de la journée, quand mon père rentrait du travail et me racontait une histoire avant d'aller me coucher. Ouais. Et d'ailleurs, ça a fortement influencé l'idée de la fabrique à histoire, puisque mon père, une des histoires qu'il me racontait le plus, ou en tout cas une des séries de livres qu'il me racontait le plus, c'était les livres dont tu es le héros. Ça, plus le fait que j'écoutais des histoires pendant que je jouais dans ma chambre sur mon radiocassette, bim, tu mélanges les deux, ça donne la fabrique à histoire en fait. Ah, mais c'est intéressant de comprendre en fait la raison qui t'a amené à faire ça. Comment ce projet de fin d'études, tu as commencé à nous en parler, comment il est né dans ta tête? C'est quoi le problème? Parce que tu as soulevé en fait l'existence d'un problème dans le design d'innovation. Donc le problème, est-ce que tu peux nous le détailler un tout petit peu plus que l'imagination qui vacille avec finalement l'arrivée d'écran dans les mains des enfants? Oui, tout à fait. Dans les années 2010, donc, il y a eu le boom des écrans, l'arrivée des smartphones et des tablettes, ce qui fait que beaucoup de solutions, notamment pour enfants, se sont faites sur tablette. C'est là où on s'est dit, oh là là, faut qu'on se mette au numérique, on est en retard. Et beaucoup de choses se faisaient sur tablette, ce qui fait qu'en fait, il y a une génération qu'on appelle les iPad Kids, qui savent très très bien comment aller skyper leurs parents à 18 mois, mais en revanche, qui ont une motricité plus basse, puisque ça se résume à un doigt sur un écran, donc c'est pas Oui, ils beaucoup. sont pas en train de fabriquer un Lego. Ouais, et c'est des positions très passives. Moi, je me suis concentrée sur, certes, l'imagination, la créativité, mais en fait, ça vient atteindre beaucoup de fonctions cognitives chez l'enfant. Le cerveau d'un enfant, il est très malléable, il a une plasticité énorme, c'est génial, il est en capacité d'intégrer exactement un nombre de savoirs et de facultés. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut lui couper de sa faculté à justement construire son cerveau correctement, puisque le construire correctement, c'est un cadeau pour le reste de sa vie. Notamment, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais l'arrivée de l'IA pose un vrai questionnement sur la faculté, la capacité de faire appel à notre esprit critique et notre capacité de réfléchir.
Et de construction de pensée. Et c'est exactement ça. Et donc là, si on en revient aux écrans, eh bien, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça menaçait l'imagination, donc notre capacité, en fait, pas seulement à l'imagination, c'est pas faire un beau dessin. L'imagination, c'est faire face tous les jours à des problèmes et comment je fais appel à mon imagination pour aller résoudre ce problème. En plus, ça fait travailler la confiance en soi, puisque plus on résout de problèmes au quotidien, plus on a confiance sur le fait qu'on peut résoudre des problèmes, et donc du coup, plus on en résout. Enfin, c'est vraiment un cercle. Je suis bien convaincue par ce que tu dis. C'est un vrai cercle vertueux. Et donc, pour moi, l'imagination est un pilier dans notre manière de fonctionner en tant qu'être humain. Et donc, du coup, j'ai voulu m'attaquer là où les bases cognitives de l'imagination se façonnent le plus, donc entre 3 et 8 ans. Ok, donc ça, tu as voulu résoudre ce problème qui est naissant, nouveau, qui était celui finalement de la perte d'imagination, la diminution d'imagination dans le quotidien des enfants, et finalement des obstacles à la construction. C'est pas intellectuel, mais la construction, de leur cerveau, de leur capacité à réfléchir. Cognitive, merci, c'est le mot que je cherchais. Ça, c'est le problème. Mais quand tu es diplômé, t'as pas d'enfant. Qu'est-ce qui t'a fait tilt ? T'as observé quelque chose qui t'a fait prendre conscience de ça? C'est quoi? C'est tes lectures? C'est des scientifiques qui ont pu poser des constats? Comment tu as réussi à palper ce problème, sachant que tu n'étais pas directement concerné? A priori. Très bonne question. Une forte intuition. Moi, je suis une espèce de grosse boule d'intuition. Je pense que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire capter des signaux faibles et forts pour ensuite en dégager une vision. Donc il y a ça. Et puis après, en tant que designer, tout du long de mon parcours d'études, moi je me suis donc spécialisée en innovation, mais spécifiquement dans une branche qui était le design d'interaction. Et du coup, on me demandait, c'était un peu la facilité d'aller sur écran. Et moi, ça me plaisait pas du tout d'aller sur écran. Donc déjà, j'avais une aversion. Première au support. Quand tu dis aller sur écran pour travailler, c'est ça? Parce que quand on est designer d'interaction, on fait souvent des interfaces numériques, donc des interfaces sur écran. Et moi, je voulais à chaque fois m'en échapper, donc du coup, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle les interfaces tangibles, faire appel à nos autres sens pour interagir. D'accord. Le toucher, c'est les sens comme ça, hein, l'odorat. Exactement. Et après, j'avais des nièces, donc je pense que j'ai observé ça. Je sais pas exactement comment. Je pense que c'était vraiment le fait que. Une grande observation pendant plusieurs années, que l'écran ne nous apportait pas forcément grand-chose et qu'on ne racontait pas forcément la bonne histoire avec les écrans. Ok, donc maintenant on a bien compris comment finalement le projet Luni est né. D'abord sur les bancs de l'université en quelque sorte, avec ce projet de fin d'études qui a amené. À la fin de tes études, le projet, il en est à quel stade? Il y a 1 an qui se passe avant la création de l'entreprise. Il en est où? Et est-ce que tu peux nous expliquer justement le chemin qui est parcouru entre la fin de ce projet? Est-ce que tu l'as mené seul ou avec d'autres? Puisque aujourd'hui, c'est de notoriété publique que Luni est une histoire de copains. Donc c'est d'où la question que je te pose. Mais est-ce que tu peux nous faire le lien en fait, entre les deux? Bien sûr. Alors, en 5e année, je discute avec... 3 copains qui à la base sont des copains de soirée, des amis d'amis que j'avais l'habitude de voir en soirée. Qui n'étaient pas forcément en cours avec toi donc. Qui n'étaient pas du tout en cours avec moi. Et vraiment, histoire vraie. Je fais une soirée chez moi, il y en a deux des 3 qui arrivent en premier. Le 4e nous a rejoint plus tard dans la bande. Mais... Donc du coup, les deux arrivent, Eric et Igor. Et je leur dis, moi je savais depuis longtemps que je voulais créer ma boîte. Et j'avais eu une espèce de révélation quand j'étais arrivée en première année d'études en disant mon projet de diplôme sera mon projet de vie. Me demande pas pourquoi, comment. Intuition. Ça m'est tombé dessus. Oui, bah ouais. Voilà. et ils arrivent et je leur dis vous voulez pas qu'on monte une boîte ensemble? Ils m'ont dit on vient d'en parler dans le métro. C'est pas possible. Et du coup, en fait, à partir de là, on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait.
L'idée de la fabrique à histoire est venue pendant mes études, donc là-dessus j'étais seule pendant 1 an à créer ce projet. Et on a vu que c'était un projet qui plaisait. J'ai eu le coup de cœur du jury, les félicitations. J'ai été encouragée par le directeur de mon école à postuler à une subvention pour qu'on me finance des prototypes fonctionnels, puisque pendant mon projet de diplôme, les prototypes n'étaient pas fonctionnels, c'était juste un prototype de démonstration. Et du coup, on est le 4e nous rejoint, on est tous les 4 et on postule à cette subvention qu'on obtient, d'une subvention de la région Île-de-France qui, le deal, c'était on vous finance vos 10 premiers prototypes et vous les présentez au grand salon de l'innovation européen qui s'appelait à l'époque Futur Enseigne, puis après c'est devenu Futur, qui n'existe plus malheureusement, et vous présentez pour la première fois votre concept à ce moment-là. Attends, je te coupe, pardon, parce qu'il y a une chose hyper importante, peut-être que certains ont besoin qu'on leur explique ce que c'est que l'Uni, la boîte à histoire. Ah, bien sûr, c'est vrai, le b.a.-ba. Le b.a.-ba, on va y aller. Alors, et après, tu reprends le fil de l'histoire à Futur Enseigne, c'est Futur ça Enseigne. Pour nous expliquer la Bien suite. sûr. C'est Donc, quoi la le fabrique concept à histoire... Parce que c'est le même depuis le concept globalement. N'a pas changé. Il n'a pas changé. N'a pas changé du tout. Donc, imaginez un petit boîtier avec un gros bouton qu'on tourne, des petites images qui apparaissent en transparence de la matière, et l'enfant qui peut fabriquer son histoire. Et donc du coup, l'enfant va pouvoir sélectionner des éléments. Des éléments. Des éléments qui sont le héros, le lieu, le personnage secondaire et l'objet. Ça, ce sont les 4 éléments basiques qu'on utilise, mais aujourd'hui, on a un catalogue de plus de 500 livres audio interactifs, donc on peut choisir bien plus d'éléments. Comment il fait la sélection ? Et donc du coup, il y a ces images qui apparaissent sur la façade de... Là, vous le voyez pas, mais en fait, Maëlle est en train de tourner un bouton imaginaire dans sa main. On me dit qu'en devine, il y a une grosse molette. Elle n'est jamais loin de moi, même quand je ne l'ai pas avec moi. Donc, si vous voyez vraiment pas ce que c'est, vous imaginez une espèce de petite radio des années 70 revisitée, ce gros bouton qui permet de choisir les éléments. Donc, on tourne le bouton, les éléments changent. Par exemple, je choisis mon héros Suzanne ou Gaston en faisant tourner. Quand j'ai choisi qui je voulais, par exemple Gaston, j'appuie sur OK, puisqu'il y a un autre bouton OK. Je choisis ainsi de suite mes 4 éléments. Une fois que la sélection est faite, l'histoire audio démarre et on n'a plus qu'à écouter. Ça, c'est une manière de fabriquer les histoires. Et après, on a aussi les histoires dont tu es le héros, où on interagit pendant l'histoire et on peut influencer le cours de l'histoire. Voilà. Donc il y a un contenu audio qui est rendu disponible par cette boîte à histoire, oui. Qui est designée pour les enfants, oui. adapté avec une ergonomie adaptée à l'usage que font les enfants d'un objet, quel qu'il soit, mais globalement comme celui-là. C'est donc facile à comprendre. Et en fonction de ses choix, d'abord de son imaginaire quelque part, il va sélectionner 4 items. Et ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, en fonction finalement de ce qu'il ressent, au fur et à mesure de l'histoire, il va pouvoir un petit peu changer les choses. En fonction de... Ça dépend quelle histoire il écoute. C'est pas toutes nos histoires qui fonctionnent comme ça, mais effectivement, il y a certaines histoires où, par exemple, il y a une introduction avec le héros ou l'héroïne qui fait sa vie de héros, d'héroïne, puis premier choix, est-ce que tu veux qu'il prenne le chemin A ou le chemin B, ou premier obstacle, est-ce que tu veux qu'il utilise tel objet pour combattre ce qu'il a à combattre, ce genre de choses. Ça s'adresse à des enfants compris entre quel âge et quel âge ? Donc la fabrique à histoire, c'est 3-8 ans. On va sortir une pour les tout petits cette année. Et on a un deuxième produit qui s'appelle Flamme, qui est un baladeur d'histoire interactive pour les 7-12 ans. Ok. Merci pour ces précisions. Comme ça, tout le monde est au courant de comment ça fonctionne, quel est le concept. On revient à Futur Enseigne. Donc, tu obtiens une subvention grâce au directeur de l'école dans laquelle tu te trouves pour aller présenter un prototype fonctionnel, j'imagine, c'est ça ? Oui, exactement. Je te laisse la parole. Donc, on passe plusieurs mois à fabriquer ces prototypes avec mes associés. Vraiment le cliché de l'entrepreneur. On avait transformé l'appartement de mon associé Igor en véritable atelier. Donc on soudait, on fabriquait. Donc on fabrique nos 10 premiers prototypes. On les présente à Futur Enseigne. Et là, ce moment a été vraiment déterminant dans... Attends, avant que tu y ailles, tu as évidemment la boîte à fabriquer. Mais il y a l'audio. Oui, tout à fait. On a travaillé avec un auteur et une autrice pour
les 24 premières histoires, puis après avec 2 autres auteurs, on en avait 48 en tout. Et après, on est passé en studio pour enregistrer les histoires. Donc là, tu fais enregistrer les histoires. Ces histoires-là, vous les avez créées, inventées? Comment ça s'est fonctionné? Comment ça a été fait là, au moment des prototypes? Parce que tu nous parles de la soudure dans la boîte. Évidemment, c'est quelque chose qui paraît pas simple. Mais sans les histoires, la boîte, elle n'existe pas. Tout à fait. Comment on fait? Tout à fait. On a travaillé avec les auteurs-autrices à une arborescence sur quels éléments on voulait mettre. Donc on a utilisé des éléments assez basiques qu'on retrouve dans plein d'histoires, type sur les lieux, il y avait dans la forêt, à la mer, dans la maison, pour un peu situer. Donc on fait cette arborescence avec eux, et ensuite, eux, ils avaient à écrire 24 histoires uniques. Ok. Voilà. Et c'est eux qui les ont lues? C'est pas eux qui les ont lus. Ensuite, on travaille avec des comédiens, comédiennes en studio. Même pour le prototypage? Même pour le prototypage. Ok. Ouais. Ok, donc vous avez quelque chose qui est fonctionnel, vous le présentez. On le présente. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que, justement, moi, en tant que designeuse, j'ai ma preuve que c'est bon, on peut créer la boîte et on peut passer en phase industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on est devenu la garderie de l'événement. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas écouté qu'une histoire, mais en écoutaient 4, 5, 6, 7, 8 d'affilée. Elles durent combien de temps d'ailleurs, les histoires ? Ces histoires-là, à l'époque, duraient en moyenne entre 4 et 6 minutes. Et aujourd'hui, il y a tout type de durée ? Aujourd'hui, on a plein de formats différents, en fonction de l'âge. Ok. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, un enfant, on peut pas le tromper. Il aime pas, il le montre. Il aime, il le montre. Là, on devient la garderie de l'événement. Et donc, on crée la boîte, juridiquement, et on se lance dans la phase industrielle à partir de ce moment-là. Et tu vas nous en raconter un peu plus tard, sur comment, justement, on fabrique ça. L'Uni, c'est du Made in France. Donc, c'est intéressant que tu nous expliques le processus de développement, la recherche d'industrie. Puis, il faut bien vendre après la distribution. On va en reparler. Avant qu'on en reparle, j'aimerais que tu nous expliques finalement un peu mieux ce marché. Alors, ces marchés, c'est à la frontière entre jouets, l'éducation, le divertissement. Je ne sais pas très bien comment le positionner. C'est pour ça que j'ai sorti ces 3 mots dans l'introduction. Je vais te laisser le définir un peu plus, mais c'est un marché qui est un peu complexe dans la mesure où finalement les utilisateurs, ce ne sont pas les consommateurs, enfin ce ne sont pas les acheteurs. Il y a aussi finalement une mission à vouloir venir changer les choses, hein. Tu l'as exprimé très bien, la volonté de les éloigner des écrans, favoriser l'imaginaire. Comment on définit ce marché ? Gros soupir. C'est une très bonne question. Pourquoi je soupire ? C'est parce que ça nous a fait des nœuds au cerveau à nous aussi quand on s'est lancé. On était inrangeables. Ce qui était en fait peut-être une force, puisqu'on pouvait nous mettre à la fois dans la partie culture, éducation, tech, enfance, jouets. Donc on a été un peu partout. Mais effectivement, ça a été un parcours du combattant pour nous identifier, notamment chez les retailers, en retail, pour savoir comment nous positionner, sachant qu'il n'y avait pas de marché de conteuses à l'époque, donc on a créé le marché en France. Et du coup, il fallait réfléchir avec les retailers sur comment on positionnait la Fabrique à l'Histoire. Tu vas nous le dire. Mais ce marché, finalement, du conte, la façon dont on raconte une histoire, en fait, quels sont les éléments de concurrence qui existent ? Ce sont les livres. D'abord, avant tout, le livre traditionnel. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais... je peux t'arrêter ? Oui. Pour nous, on ne voit pas le livre comme un concurrent. Au contraire, le livre est plutôt complémentaire par rapport à ce qu'on fait. Oui, alors pardon, j'ai peut-être mal exprimé les choses. Dans cet écosystème-là, oui. Un peu comme dans une famille, il y a le livre qui compte, il y a les écrans qui sont là, il y a l'unique, voilà, il y a les jeux aussi. Tu veux dire en termes de temps pour l'enfant ? Je sais pas. En fait, la panoplie de choses disponibles pour un enfant pour utiliser son temps de façon à ce qu'il se développe correctement. Ouais. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait définir finalement le marché ? C'est une définition un peu étrange, mais qu'est-ce qui est mis à disposition des enfants pour les aider à se développer ? C'est là-dedans que se range l'Uni, c'est là-dedans que se rangent les livres, c'est là-dedans que se rangent les boîtes à Lego.
C'est donc assez vaste. Ce marché-là est aussi dépendant du nombre d'enfants. On est dans une natalité qui est quand même pas très dynamique. On a encore eu les chiffres de l'INSEE il n'y a pas longtemps. On fait peu de bébés. Bref, voilà, en fait, c'est toutes ces questions-là que je te mets sur la table. Comment tu les perçois? Est-ce que les parents investissent de plus en plus? Est-ce qu'il y a des prises de conscience par rapport aux écrans? L'offre, la demande, tu vois, c'est de ça dont il s'agit quand on parle du marché. Oui, alors le marché de l'éducation pour l'enfant, il est très très large et tu pourrais y mettre énormément de choses. Effectivement, là où il faut accompagner les parents, c'est leur proposer des solutions qui sont multiples. C'est pas que ça ou que ça, il faut que ça soit pluridisciplinaire. Exactement. Nous, on se positionne dans le marché des conteuses, mais si tu regardes comment les parents choisissent pour leur enfant, effectivement, on est dans une période de crise. L'éducation des enfants n'est pas un des premiers touchés. L'éducation des enfants, la plupart du temps, est quand même très importante pour les parents. C'est préservé. C'est assez préservé. Alors, ça dépend de la crise et ça dépend là, mais c'est plutôt assez préservé. Malgré tout, là aujourd'hui, il y a une éducation très forte sur les écrans, donc ça y est, on en fait un sujet de santé publique, enfin, surtout pour les petits. Il faut aussi aller s'attaquer aux ados, parce que c'est là aussi où c'est un fléau. Donc, je te confirme. Donc, sur le marché de l'éducation, il y a toujours eu de multiples solutions. Il faut, je pense, trouver le bon équilibre entre justement ce que demandent les parents, ce qu'attendent, et aussi là où ils n'ont pas conscience comment on pourrait les aider. Donc il y a en fait quand même, là tu parles de santé publique avec la prise de conscience autour des écrans, ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de mission. Je ne dis pas qu'elle t'est bien sûr. Que c'est sur toi que tout repose, mais une mission de société consistant à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Oui. À l'intérieur de laquelle l'UNI vient apporter sa réponse, c'est ça? Oui, nous, vraiment, on se positionne particulièrement sur être une alternative aux écrans. J'y reviens, mais ça fait partie de l'identité. T'as des chiffres sur les temps des petits sur les écrans ou pas? Alors ça évolue beaucoup. Les petits c'est en train de bouger puisqu'il y a beaucoup... ça y est, on commence à être sensibilisés, mais... on est en moyenne, ça pouvait être 1h30 à 3h par jour, parfois. Les ados, c'est 8 heures par jour. Donc, il faut faire quelque chose. Donc ça effectivement, c'est notre mission. Mais on veut spécifiquement, nous, chez l'UNI, on se concentre spécifiquement sur le développement de l'enfant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est comment on va préserver, développer ses fonctions cognitives. Donc, à la fois son imagination, son esprit critique, son vocabulaire, sa capacité à faire des choix, ce genre de choses. Et ça, tu observes que les parents sont de plus en plus sensibles à vouloir finalement... contrôler un peu le temps présent sur le smartphone pour pouvoir favoriser justement cette création, cet imaginaire chez leurs enfants ou... Oui, ça y est, on sait. C'est juste que c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que l'écran n'est pas forcément un choix voulu. Mais il est subi parce que en fait, quand on est un parent et qu'on vit la 4e crise de la journée, au bout d'un moment on est épuisé, on est humain et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut des alternatives qui à la fois plaisent à l'enfant et à la fois soient saines pour lui. Donc la Fabrique à Histoire de l'UNI est une réponse, mais je pense que la réponse est multiple. Et donner la capacité depuis très jeune à l'enfant d'être curieux et de s'intéresser un peu à tout, c'est aussi lui faire un cadeau pour toute sa vie. De pouvoir ensuite être intéressé sur plein de choses. Oui, développer son sens critique, sa confiance en lui, etc. Comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ce que je comprends dans tes propos en filigrane, c'est que finalement, même si le marché en tant que tel, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça, les enfants, le nombre d'enfants en France n'a pas tendance à augmenter de façon très significative à cause de la dénatalité. C'est une réalité.
Ça reste cependant le marché ou le marché protéiforme sur lequel tu te trouves, un marché dynamique du fait de la prise de conscience des parents sur le fait que il faut trouver des alternatives positives, constructives à celles des écrans. Oui, c'est à la fois, en fait, c'est adapté en fonction de l'âge. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une demande des parents, mais à 100%. Très forte, ouais. Et si vous avez des idées d'alternatives aux écrans, mais allez-y, proposez-les. Et c'est à la fois donc proposer des alternatives, mais c'est aussi, notamment pour les ados, proposer un bon usage. C'est aussi changer le type de contenu qu'il y a sur les écrans. Donc si on prend le sujet des écrans de manière large, il y a encore beaucoup de choses à faire. Faut juste comprendre à qui on s'adresse et comment on s'adresse à eux. Et donc, c'est quand même une cible particulière, comme tu le disais. L'enfant, l'ado, il ment pas. Non. L'enfant ne ment pas, l'ado commence à tester les limites. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ment pas dans l'usage. Il peut te faire croire que, mais s'il n'a pas envie d'utiliser, il n'utilisera pas. Non. Et donc, c'est là tout le défi. Exactement. Bon, merci pour cette analyse du marché et la façon... Enfin, des marchés, c'est une question qui n'est pas forcément évidente quand il s'agit en fait d'un produit innovant qui vient apporter quelque chose qui n'existait pas, la boîte à histoire. D'ailleurs, que tu as appelé Ma Fabrique à Histoire. Tu peux reprendre un peu la genèse de votre création. Là, vous êtes 4 pour lancer l'Uni. Ouais. On vient de fonder la boîte. Tu viens de fonder la boîte. Et le nom, l'Uni, comment il sort ? Je t'ai posé la question avant l'enregistrement, je te la repose maintenant. L'Uni, c'est pour la lune, les histoires qu'on se raconte le soir sous la lune autour du feu. Donc un côté très poétique, et puis c'est un mot assez universel. Et les 2 I sont pour un clin d'œil perso, puisque comme je le disais au début, l'idée de la Fabrique à Histoire est venue suite à l'écriture d'un mémoire sur les imaginaires collectifs et individuels. Et donc les 2 I symbolisent les 2 imaginaires. C'est caché. Voilà. Bon, maintenant on a l'explication. Vous communiquez sur la création du mot ? Pas plus que ça, mais je réponds quand on me demande. Ouais, ok. Vous êtes 4. Tu peux nous les citer, les 3 acolytes là avec qui tu montes ça ? Bien sûr, sans qui l'aventure n'aurait jamais pu voir le jour. Donc Igor, mon associé avec qui je co-dirige la boîte aujourd'hui, Thomas, qui est le frère d'Igor, et Eric. Vous aviez des expertises et des savoir-faire complémentaires. Comment vous avez uni finalement vos forces ? Oui, ça a été comme tu le dis, ça a été une vraie force, notre complémentarité. On s'en rendait pas compte à quel point ça allait nous permettre de voguer à 4 pendant très longtemps. Donc moi, j'incarne la vision, les valeurs, la responsabilité de l'entreprise, l'identité, et représenter aussi l'Uni à l'extérieur. Et Igor a la partie plus business et marketing, la stratégie, comment on met en place des stratégies marketing, retail, hyper important. Il a aussi un énorme aspect finance, gestion d'un business plan, etc. Thomas est notre couteau suisse, très très important, surtout quand on démarre un projet. Il a un esprit extrêmement pratique, et ce qui a permis de très vite pouvoir mettre en place énormément de choses, et il pouvait se positionner sur n'importe quel sujet et faire. Incroyable. Et Eric, qui gérait la partie technique, donc lui ingénieur de formation, et donc du coup il a à la fois permis de développer la partie, en tout cas de travailler avec nos partenaires sur le sujet, sur la partie hardware, software, développement du site web, code des histoires, ce genre de sujet. Merci pour ces éléments, parce qu'en fait quand on est dans une histoire commune, il y a effectivement différentes expertises qui viennent répondre aux enjeux de l'entreprise. Et il faut pas les ignorer, au contraire. Quand vous lancez, c'est quoi le plus gros challenge ? C'est trouver un fabricant. C'est marrant, c'est la première question que je me pose, c'est trouver un fabricant. Et si oui, dès le départ, vous aviez l'intention de faire fabriquer en France, parce que assez naïvement, je me serais dit, on va aller voir ce qui se passe en Chine.
Et bien nous, très naïvement, on s'est dit on va voir ce qui se passe en France. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc fort de notre succès à Futur en Scène, on va toquer à la porte de bureaux d'études et d'usines françaises en disant coucou, on veut passer à l'échelle industrielle, sauf que nous on est jeunes entrepreneurs, on n'a pas de sous, et puis il n'y a pas de marché et on n'a pas les volumes intéressants pour des industriels français puisque les usines françaises travaillent en automatisé ou semi-automatisé, donc il faut investir dans des machines, c'est un certain coût de départ, donc on ne peut pas mettre en place n'importe quel projet, surtout un projet qui n'a pas fait ses preuves en termes de marché. Du coup on dit bah c'est pas grave, on rencontre par hasard dans un salon, à l'époque on faisait énormément de salons professionnels, B2C, plein de salons différents, ce qui nous a permis de créer un réseau. On rencontre cette personne qui nous présente un bureau d'études franco-chinois, et donc effectivement, moi, mon cœur de designer se brise en 1000 morceaux en disant « mais moi je voulais fabriquer en France, mais bon, si on veut que le projet voit le jour, bah faut trouver d'autres solutions ». Et du coup, on travaille avec ce bureau d'études qui nous présente une petite usine familiale en Chine, eux sont en capacité de lancer le projet. Et ça a duré plusieurs mois avant d'avoir notre premier prototype industriel en 2015. Et puis du coup, on a lancé notre première production en mars 2016 pour livrer à l'été 2016. Vous êtes allé en Chine ou vous avez fait confiance au... Oui, mes associés sont allés en Chine plusieurs fois. Okay. C'était hyper important pour nous de pouvoir voir les usines, savoir avec qui on travaille, voir les conditions. Donc vous avez vos premiers appareils, première fabrique à histoire. Ça s'appelle déjà fabrique à histoire ? Oui, je crois que ça s'appelait déjà fabrique à histoire. Vous avez en parallèle 12 ou 24 histoires, c'est ça ? On a 48 histoires. 48 histoires. Maintenant, il faut distribuer. Non, c'est pas ça Si, tout à fait. Ouais. Mais nous, on n'a pas fait les étapes les unes après les autres, on a fait toutes les étapes en parallèle. Ouais. Pour que, au moment où on allait être livré des fabriques à histoire, on puisse... Tout était prêt, en fait. Donc, en même temps de travailler avec le bureau d'études français, on a pris nos petits prototypes faits main, on est allé toquer à la porte très très naïvement d'un Nature et Découverte qui était à côté de chez moi. On est allé voir une vendeuse, on fait coucou, on a cet objet, on aimerait bien le vendre chez vous, comment on fait ? Elle nous a donné le contact du directeur des achats qui a répondu dans les 10 minutes à notre mail pour nous donner rendez-vous au siège social. Ils ont eu dans le Marais ? Non, c'était en banlieue, c'était pas à Paris. Non, parce qu'il y a des bureaux, je crois, dans le Marais, c'est pour ça, bref. Ils ont un magasin, effectivement, mais non, là c'était en dehors. D'ailleurs, une péripétie de à chaque fois on y allait, on y arrivait à y aller, mais on n'arrivait pas à rentrer, donc on faisait du stop à chaque fois, tellement c'était loin. Oh mais oui, c'est très loin dans les Yvelines, c'est ça ? Oui. C'est pas très loin d'un aérodrome. Exactement. Et bref, et en fait ça nous faisait rire à chaque fois avec Igor. On arrivait à y aller, mais on n'arrivait jamais. On finissait en stop à chaque fois. Enfin, on était là. Vous êtes reçus. Et on est reçus. On est reçus et gros coup de cœur pour le projet et à tel point un coup de cœur qu'ils nous ont dit nous on a dit on n'est pas prêt, il faut maintenant qu'on passe à la phase industrielle. On a fait des réunions avec eux, je crois à peu près tous les 6 mois pour les tenir au courant d'où on en était, mais du coup on était sûr au moment où on serait prêt que Nature et Découverte allait distribuer des fabriques à histoire, ce qui pour des jeunes entrepreneurs c'est fantastique. Ah bah c'est hyper confortable. Exactement. Et on a fait la même chose avec Oxybul Éveil et Jeux, qui en fait on s'est posé la question de... En allant les voir, vous pouviez aussi leur dire, il y a Nature et Découverte qui a déjà accepté de nous distribuer, et ça devait un peu aider. Ça aide. La question qu'on s'est posée, une fois qu'on a fait une étude de marché, c'était à l'époque, en termes de consommation de jouets, ça se faisait beaucoup en retail encore. Aujourd'hui, le marché a un peu évolué, mais du coup, on voulait absolument pas avoir une stratégie digitale, en tout cas pas complète digitale, et être positionné en retail. Surtout qu'on était un jouet qui n'était pas connu, donc il fallait le tester en magasin pour le comprendre. Oui, bien sûr. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est chez qui on voit le mieux notre produit. Nature et Découverte et Oxybul ont été les 2 premiers, et effectivement, les autres ont suivi, en fait. Une fois qu'on avait ces deux-là... Ouais, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Après, ça a fait quand même que les premiers mois, on a un peu cravaché pour rencontrer certains et les convaincre, mais on les a eus, et ça a roulé. Alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent quand je t'écoute parler. Finalement, le site de production en Chine
a été capable de suivre la cadence. Oui, on a eu des petites ruptures de stock, mais c'était normal. Enfin, Ok. c'était normal. C'était pas dû à l'usine, c'était surtout dû au fait qu'on s'attendait pas à que ça s'écoule aussi vite. Ouais. Comment vous avez fixé le prix? Étude de marché, plus le fait qu'on voulait respecter un prix psychologique. Donc du coup, au début, la Fabrique à l'Histoire était à 49,90 €, puis on l'a positionnée à 59 € finalement. Et aujourd'hui, elle est à 64, parce que... Tu vas nous raconter la suite de la fabrication. Ça, c'est le premier élément du business model. Parce que c'est bien d'en parler aussi du business model. Bien sûr. Il y a les histoires. Oui. Comment on fait pour charger les histoires? Comment ça fonctionne? Comment on les achète? Aujourd'hui, donc, quand on achète une Fabrique à Histoire, on nous demande au début, quand on l'allume, de le jumeler avec son smartphone. Ouais. On a une application Luni où effectivement on a accès à tout notre catalogue d'histoires. On peut soit acheter des histoires à l'unité, soit, ce que je conseille par l'abonnement, qui permet d'avoir accès à des histoires tous les mois. Et en fait, tout simplement, une fois que l'histoire est achetée, il suffit juste de jumeler les deux et de pouvoir transférer les histoires de la fabrique du téléphone à la fabrique. Ce qui veut dire, si je comprends bien, qu'on peut utiliser la fabrique à histoire sans la présence du téléphone à côté? Tout à fait. Une fois que les histoires sont chargées dedans, elles sont téléchargées et du coup l'enfant peut complètement les utiliser sans internet, sans smartphone, rien du tout. Okay. C'est pas une enceinte. Voilà. Vraiment, ça héberge, les histoires. C'était ça. Donc il y a un achat à l'unité ou un achat. Comment ça coûte une histoire? On a plusieurs prix dans notre catalogue. Ça peut aller de 4,90 à 14,90. Et sachant qu'à chaque fois, nous, on fonctionne dans un album d'histoires. Il y a plusieurs histoires ou plusieurs possibilités puisqu'on fonctionne en arborescence. Et donc, c'est pas une histoire unique. C'est à chaque fois plusieurs. Ça donne accès à plusieurs histoires. Bien sûr. C'est en ça que c'est innovant. L'abonnement, il coûte combien? Il y a différents types d'abonnements? Non, il n'y a qu'un type d'abonnement. Je crois qu'il est à 8,90 €. Il a changé dernièrement. Donc, Oui, non, mais c'est l'ordre de grandeur. Et là, ça te donne accès à un contenu limité, illimité Ça te donne accès aujourd'hui à un contenu, à ce qu'on appelle un token par mois. Donc du coup, j'ai le droit de télécharger. J'ai la possibilité de télécharger une histoire, un album d'histoire par mois avec cet abonnement. Abonnement qu'on va faire évoluer. Je compare avec ce que je connais, c'est Audible. Exactement. C'est le même fonctionnement. Exactement. Donc vous avez finalement une distribution en retail avec Nature et Découverte, Auxibus, Éveil et Jeux, les autres qui suivent. Vous avez une distribution aussi via le site internet? Oui, qui est en train de prendre de plus en plus de place, mais qui à notre démarrage était plutôt à la marge. En termes de distribution, puisqu'on était beaucoup plus visible via nos retailers. Et aujourd'hui, ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires les ventes en ligne? T'as une idée ou pas? On est environ à 15%. Ok. Sur notre site internet, parce qu'après il y a en ligne chez les nos revendeurs, bien sûr. Il y a la boîte à histoire, la fabrique à histoire, bien sûr. Il y a la notoriété à faire. La notoriété à construire, vous la faites comment? Est-ce que c'est sur ma fabrique à histoire? Est-ce que c'est sur l'Uni? Est-ce que c'est sur les deux? Comment on fait? C'était clairement ma fabrique à histoire. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, les parents et les enfants n'appellent pas la fabrique à histoire la fabrique à histoire. C'est la l'Uni. Donc ça a été clairement sur la fabrique à histoire. Enfin, sur du coup la Luni. La marque et le produit étaient pareils, quoi. Donc aujourd'hui, on parle de la Luni, comme on fait un Lydia, on va chercher la Luni. Bah oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Comment on a fait pour construire la notoriété? Comme je t'ai dit, on a tout fait en parallèle. Donc,
On a fait différents salons, on était très visibles en tant qu'entrepreneur, on était un peu partout. Donc ça a permis de construire une première base, mais ce qui a vraiment changé en termes de communauté, c'était au moment où on a fait notre crowdfunding, notre campagne de financement participatif sur Ulule en 2015, où là, on a pu vraiment faire venir des parents qui nous ont montré qu'au-delà de dire en salon « j'adore ce que vous faites, c'est trop bien », ont montré qu'ils voulaient l'acheter, donc ils l'ont précommandé et qu'ils attendaient que ça sorte. Et à partir de ce moment-là, on a eu vraiment une communauté très active. On voulait la choyer, du coup on a créé un groupe privé à l'époque sur Facebook, qui existe encore, mais c'est juste que les pratiques sur les réseaux sociaux ont évolué depuis. Et on interagissait énormément avec eux. Et puis une fois que le produit est sorti, on a un produit qui est quand même à la fois très émotionnel puisqu'on parle d'histoire, les histoires c'est universel, et puis qui est aussi très pratique dans le quotidien des parents. Un des retours qu'on nous fait le plus par exemple, c'est « oh là là, vous avez sauvé mes trajets en voiture ». Et donc quand on sauve les trajets en voiture des parents, et ben un parent va le recommander à tous ses potes parents. En fait. Bien sûr, mais bien sûr la recommandation fonctionne bien. Ça veut dire qu'en fait la boîte elle fonctionne avec une batterie qu'on recharge ? Oui, elle est avec une batterie, et puis quand la batterie est vide, c'est sur secteur. Ouais, c'est ça. Très simple. Ouais. J'en parlais dans l'introduction. Comment se développe en fait l'UNI on parlait de l'IA, on ne peut pas faire l'impasse sur l'IA, sur la façon dont ça peut venir augmenter l'expérience de conte, de la façon avec laquelle on raconte une histoire, on la rend interactive. C'est aussi la question de la voix. Et là, on est dans un exercice, tout ce qui est de plus vocal, audio. J'ai bien envie de t'entendre sur le sujet. Comment ça vient bousculer finalement un mode opératoire, l'arrivée de l'IA. Bon, déjà, moi, je suis pas du tout spécialiste sur le sujet. Et ben, j'ai pas la réponse. En fait... C'est une réponse. Nous, on n'a pas envie d'avoir une démarche opportuniste sur le sujet, et c'est pas parce que tout le monde s'y met que, notamment sur la génération d'histoires, qu'on va s'y mettre. Nous, on crée des histoires interactives de nature. On sait faire, c'est notre cœur de métier, et effectivement, avec l'IA, on pourrait aller encore plus loin sur ce qu'on pouvait proposer en termes d'interactivité à l'enfant, et c'est plus ça qu'on étudie en ce moment. Mais on prend le temps, surtout, d'observer et de se poser la question de pourquoi. Ok, pouvoir raconter une histoire avec l'IA, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Donc, on essaye d'avoir une position, pour l'instant, d'observation. Tout ce que je peux dire en termes de prise de position qu'on a chez l'UNI sur le sujet, c'est l'IA va réfléchir à notre place et nous apporter sa réflexion à elle, en fonction d'un prompt qu'on va lui apporter. Donc, en fait, on va perdre notre capacité de réfléchir et à créer certaines connexions neuronales dans notre cerveau, puisque l'IA va le faire à notre place. Et donc du coup, ce qui est intéressant, notamment pour les enfants, on en parlait, qui ont une forte plasticité à ce moment-là, c'est de se dire, ok, l'IA va peut-être diminuer ça, tout comme je l'avais pressenti pour la créativité il y a une dizaine d'années pour les écrans, et bah peut-être que du coup, nous, on va aller créer des histoires qui vont encore plus faire travailler l'esprit critique et la capacité de réfléchir des enfants. C'est là où ça me semble être la position qui est juste. Après, j'attends d'observer un petit peu comment ça vit avant de voir comment on peut utiliser cet outil pour qu'il reste un outil. Puisque voilà, la génération d'histoire à tout va, encore une fois, pourquoi ? Oui, bien sûr. Et la voix là-dedans, est-ce que oui. Finalement, elle peut venir remplacer l'humain, l'IA ? Bah, c'est déjà le cas, hein. C'est pas du tout ce que je souhaite. Nous, on travaille avec toute une économie créative fabuleuse. Donc des comédiens, des comédiennes, des designers sonores. Et c'est une industrie qui va évoluer, donc il faut pas enlever le fait que ça va évoluer, mais c'est plus, encore une fois, se questionner sur quel outil, comment ça va me permettre d'améliorer moi-même mon métier. Nous, en tout cas, sur le thème, sur la voix, on n'a pas envie d'arrêter de travailler avec des comédiens du tout. Mais par exemple, ce qu'on a fait avec notre album d'histoire des Farfadets, eh bien, c'était du remplacement de prénoms. Donc du coup, on choisit les noms des héros de l'histoire. Et là, la synthèse vocale est ultra intéressante. On a
enregistré en studio toute l'histoire, et c'est juste la partie pour changer les prénoms qu'on a pu mettre en place. Ça veut dire que l'enfant vient donner le nom? Non, Il vient choisir les prénoms des personnages. Il invente complètement le nom du personnage qu'il veut. C'est ça. Et donc ça veut dire qu'il y a un micro dans la boîte qui permet de... Ça se passe sur l'application. Sur l'application. Donc c'est au moment de l'achat. Ensuite, il y a un petit moment où le parent et l'enfant choisissent et créent sur l'application. Et ensuite, on télécharge l'album qu'on peut écouter sur la fabrique. Génial. Et il y a la question de la localisation des voix, des auteurs, mais surtout des personnes qui enregistrent. Comment on fait pour avoir ça dans différentes langues? C'est la question que je vais te poser, c'est justement l'international, comment on va cross-border. Avant ça, un petit retour en arrière. Tu as lancé avec une entreprise chinoise, une fabrique chinoise, les premières boîtes. Aujourd'hui, vous revendiquez un Made in France. Oui. Tu peux nous faire l'histoire justement entre la Chine et la France? Bien sûr. Donc, on commercialise la fabrique à histoire en 2016, fin 2016. Explosion, ça marche super bien. On passe de 20 000 pièces la première année en 4 mois de commercialisation à 80 000 pièces l'année d'après, à 160 000 l'année d'après. Donc, on est en hyper-croissance. Et nous, on s'était fait une promesse, tous les 4. C'était que si ça marchait, on rapatrierait notre production en France, puisque l'Uni a une identité depuis toujours engagée, non seulement par la mission de l'éducation des enfants, mais aussi sur quel impact écologique on veut avoir, comment on gère les équipes. Enfin, on veut avoir une identité cohérente de bout en bout. Et donc, fort du succès de la fabrique à histoire, il est le moment de se poser en se disant comment on fait évoluer le produit, puisqu'on avait aussi quelques années pour avoir identifié les défauts du produit et pouvoir les faire évoluer. Mais surtout, c'était le moment de rapatrier la production. Donc ça, c'était fin 2018, on se pose, on stocke dans la main et on dit ok, on lance un appel à projet à l'échelle mondiale pour voir quelles sont les usines qui peuvent répondre à notre cahier des charges, puisqu'on n'était pas sûr à ce moment-là que les industriels français pouvaient répondre au cahier des charges. Donc on a voulu voir large, parce qu'il y a aussi des usines responsables en Chine. Malgré tout, produire local était important pour nous. Il s'avère qu'il y a notre partenaire BMS All Circuit qui a répondu favorablement et sérieusement à l'offre. Et c'est là où on a entamé un an et demi de rapatriement de la production pour faire évoluer la carte électronique à l'intérieur, puisqu'une carte électronique fabriquée en Chine dans une petite usine, c'est différent que dans une usine automatisée en France. Donc on a fait évoluer cette partie-là. Et on a investi dans des machines. D'ailleurs, c'est où géographiquement que c'est situé, cette usine? À Bayonne, et ensuite, pour notre deuxième produit, c'est à côté de Strasbourg. D'accord. Aujourd'hui, tu donnais les volumes 20 000 en 4 mois la première année, 80 la deuxième, 160... Aujourd'hui, on est à combien? C'est quoi l'ordre de grandeur? On est à environ 200 000 pièces. D'accord. 200 000 pièces, c'est énorme. En tout, on a vendu plus de 2 millions de fabriques à histoire. C'est incroyable. Depuis la création de... Incroyable, plus de 2 millions. Et alors, vous êtes franco-français? Quelle est la notion de vente internationale? Vous commercialisez où? Donc on est disponible en plein de langues, on est en 7 langues. Avec, donc, pour une même histoire, il y a ces 7 personnes différentes qui vont enregistrer. On a choisi de traduire certaines de nos histoires, c'est pas systématique, et aussi on fait du contenu avec des auteurs et des autrices et comédiennes dans le pays. D'accord. Donc c'est de la création aussi originale. D'accord, il y a de la création originale. Ou en partenariat avec des éditeurs locaux. D'accord. Mais la lecture, elle se... Avec des comédiennes, dans les studios, soit sur place, en fonction de ce qu'on a. Il y a des comédiens étrangers à Paris, tout comme on en a enregistré par exemple en Italie. Oui, ça te paraît évident, mais ça va mieux en le disant, parce qu'en fait c'est très concret. J'aime bien quand c'est concret. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on est quand même assez franco-français, puisque on est distribué principalement, notre marché principal est la France, Suisse, Belgique. Un peu Italie, un peu Canada. Et puis le reste ont été des marchés compliqués, puisque alors nous on a fait ce qu'il fallait pas faire. En 2017, on est en hypercroissance et c'était à l'époque
où les startups qui réussissaient devaient absolument aller à l'international, à l'étranger. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on va aller en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis en même temps, en Italie en même temps, et ça ira très bien, puisque ça a fonctionné en France. Et en fait, il s'est avéré que pour chaque pays, il y a eu des raisons pour lesquelles ça n'a pas encore marché, parce que j'y crois, moi, très très fort. C'est juste qu'il faut les moyens, la bonne équipe, et puis surtout, il faut attendre que son marché de base soit consolidé. C'est le cas maintenant ? Oui, on est quand même... l'Uni est un marqueur de génération. Hein. On a 2 millions de fabriques à histoire, c'est pas rien. Après, on est dans un marché aujourd'hui, notamment dans le retail, qui est assez mouvant. L'arrivée de l'intelligence artificielle, on a des points d'interrogation dans l'avenir qui font que... Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui qu'un quelconque marché est stable ? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on pense qu'on est vraiment bien installé dans le paysage français aujourd'hui et qu'on a une communauté qui identifie l'Uni comme un acteur engagé et que c'est ça qui va pérenniser notre boîte. Mais, ok, merci pour ces éléments de précision. Pour conclure, je voudrais revenir sur le consommateur. Alors, le petit consommateur et le plus grand consommateur. Et pour introduire cette partie, je vais faire un clin d'œil parce que je sais que tu es au courant. Moi, je suis sur Insta un humoriste qui s'appelle Jérémy Charbonnel qui fait des petites vidéos assez amusantes. Et c'est un jeune papa divorcé qui a un petit garçon. Et son petit garçon, il a une Luni. Et avec beaucoup d'humour, il a fait une vidéo en disant « J'en peux plus de Luni », mais c'était pour dire qu'en fait... Mais je l'ai découvert comme ça. Moi, maintenant, je le suis, mais je le connaissais pas. Et je l'ai découvert parce que quand il a fait son Reels sur Instagram, tout le monde me l'a envoyé. Et j'étais morte de rire. Vraiment, c'était... Oui, c'était très drôle. Hilarant. Mais en fait, ça illustre parfaitement le sujet, avec beaucoup d'humour. Oui. C'est ta cible. C'est son enfant qui a 3 ou 4 ans, et lui, je sais pas quel âge il a, il doit en avoir 40, qui a acheté ça pour son enfant. Parce que comment on fait justement dans cette relation consommateur? Est-ce qu'il faut à la fois finalement avoir une communication auprès des prescripteurs, parce que les jeunes finalement sont aussi des prescripteurs, et quand ils sont dans un magasin de jouets, il faut qu'ils aient envie de prendre la Luni, ou parce qu'ils ont un copain qui en a une, ils veulent demander à leurs parents de l'avoir. Comment on communique aux parents? C'est pas évident en fait. Oui. Encore une fois, ça dépend la tranche d'âge. Si on prend les enfants, que ça soit 3-8 ans ou 7-12 ans, nous, quand on crée un produit, il faut qu'on s'assure que le produit va plaire à l'enfant. Et donc du coup, dans la démarche design, on fait des tests avec les enfants pour s'assurer qu'il ne va pas s'enlacer au bout de 2 secondes, ou qu'il comprend bien. Une fois qu'il y a ça, pour cette tranche d'âge-là, l'acheteur, c'est le parent. Donc à la fin, la stratégie marketing et retail se fait pour les parents. C'est eux qui vont acheter. Mais tout en leur proposant une solution où on est sûr que ça va plaire à leur enfant. Donc c'est ça le bon équilibre. Mais à la fin, on s'adresse aux parents. Est-ce que pour convaincre les parents, vous utilisez tous les moyens d'acquisition qui existent, les réseaux sociaux, les campagnes AdWords, CRM, ouais. Oui. C'est une démarche qui est aussi orientée par le fait de raconter une histoire. C'est-à-dire que tu vas raconter aux parents l'histoire selon laquelle ton produit... Je veux dire par là, est-ce que tu scénarises des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux pour vanter finalement les avantages de la fabrique à histoire? Oui, bien sûr. Scénariser est un gros terme, je pense. Nous, en tout cas, on veut mettre l'humain et les témoignages humains au cœur. Donc, il y a beaucoup de nos vidéos qui sont des témoignages de nos équipes. Moi, je prends beaucoup la parole. Il y a aussi des parents qui prennent beaucoup la parole quand on fait des partenariats. Donc, l'important, pour nous, c'est d'humaniser la boîte, montrer qui il y a derrière et parler avec leurs mots, même si, bien évidemment, on répète, c'est pas un exercice facile de parler devant une caméra, mais des vrais bienfaits de la fabrique à histoire pour expliquer son usage, ce que ça apporte à l'enfant. Donc oui, ça fait partie de notre stratégie. Les retours, comment vous faites pour avoir des retours utilisateurs à la fois parents et enfants? Parents
par de multiples façons, de manière organique sur les réseaux. On regarde toujours ce qui se passe, on est très proche de notre communauté. On envoie des sondages, on fait des tests utilisateurs, où on fait venir des familles et des enfants chez nous pour faire évoluer les produits, pour prendre des retours. Donc ça, c'est toute l'équipe produit et designer qui s'occupe de cette démarche pour être sûr qu'on est toujours en phase, et en phase aussi à répondre aux demandes, parce qu'il y a des choses qu'on n'a parfois pas identifiées, et qui sont précieux de la part des parents de nous faire des retours, et des enfants. Les enfants ont aussi des très bonnes idées. C'est pour conclure notre échange, les enjeux principaux qui se trouvent en face de vous pour le développement de l'Uni, c'est quoi ? C'est en dehors d'aller à l'international, tu nous l'as expliqué, c'est augmenter le catalogue d'histoires. C'est finalement le côté éditeur qui est le plus important. Ou alors est-ce qu'il y a aussi à travailler des évolutions du hardware ? Où se trouvent les enjeux ? Oui. Oula, on a plein d'enjeux. Je vais pas tous les aborder non, parce mais que bien sinon. sûr. Donc je vais en parler d'un qui me tient particulièrement à cœur. Je vais pas parler du catalogue qui est quand même un enjeu, mais c'est quelque chose qu'on sait faire, qui roule, et on sait comment faire évoluer notre catalogue et continuer à créer des histoires qui vont permettre de développer les fonctions cognitives de l'enfant. Un des défis qui me semble très important et qui positionne l'Uni encore une fois en pionnier, puisque nous c'est vraiment une position qu'on veut continuer à avoir, c'est pas d'être suiveur, mais c'est comment on fait évoluer le marché, on anticipe exactement, c'est les sujets d'économie circulaire. C'est comment on fait évoluer notre modèle d'affaires pour diminuer des productions, pour mettre plus en avant les reconditionnés, la réparabilité des produits, pour mettre plus en avant aussi le contenu, puisque finalement la fabrique à histoire devient un objet qu'on pourrait se transmettre, là où ce sont les histoires qui vont vraiment être le cœur de ce qu'on apporte à l'enfant. Et donc du coup, nos défis en termes d'économie circulaire, l'année dernière, on a franchi des étapes qui étaient de mettre des reconditionnés à la vente, de proposer une campagne d'échange d'anciens modèles de la fabrique à histoire avec les nouveaux modèles ou avec un baladeur flamme qui a cartonné contre 1 an d'abonnement, donc on voit que ça, on en a fait aussi une opportunité business. C'est ultra intéressant, hein. C'est se réinventer, c'est aussi réinventer sa manière de faire le business, mais ça veut pas dire ça veut dire peut-être renoncer à certaines choses, mais ça veut dire aussi opportunités sur d'autres, et en termes de business il y a beaucoup d'opportunités, et donc du coup là on va aller encore plus loin sur mettre en avant les reconditionnés pour diminuer à terme nos productions, pour vraiment que ça soit la seconde main qui soit... Ça, vous le faites avec des partenaires ? Est-ce que c'est des partenaires comme Back Market ? Comment on fait du reconditionné ? On n'est pas encore sur Back Market, je pense bientôt. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Envoi, qui eux travaillent à la remise en forme de certaines fabriques à histoire pour qu'elles puissent être reconditionnées sur notre site internet. Et effectivement, on va se rapprocher. Là, j'ai été invitée récemment à une table ronde pour parler d'économie circulaire, où il y a des spécialistes sur le sujet pour voir comment on peut aller encore plus loin pour montrer que un produit reconditionné, un produit de seconde main, ne veut pas dire un produit moins qualitatif du tout, bien au contraire. Eh ben, écoute, super pour ce mot de la fin, à mon avis, qui est... si, Bicorp, pas Bicorp, c'est quelque chose qui est cohérent par rapport à la démarche dans laquelle tu as inscrit l'Uni. On pourrait tout à fait, et je pense qu'on va s'intéresser au label Bicorp, c'est juste que ce sont des démarches un peu contraignantes. Par contre, on est labellisé Lucie, donc qui est le premier label RSE en France, qui nous met dans une démarche cadrée sur tous les domaines, à la fois les enjeux écologiques, sociaux, donc numériques. Donc on est cadré par cette démarche Lucie, et aujourd'hui on trouve que c'est suffisant pour notre identité engagée, et pourquoi pas après rajouter d'autres choses, entreprise à mission, Bicorp, il y a plein de choses à faire, mais c'est des démarches. Bon, merci Maëlle pour cet échange, merci de m'avoir invité. Ah non, mais c'était un vrai plaisir, sincère. Pour moi aussi. Merci. Si on veut te contacter, c'est quoi, LinkedIn qui est un canal pour te contacter? Oui. Bon, ben voilà. C'est fait. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et les mots d'encouragement que vous me faites parvenir toutes les semaines. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien apporté à ce nouvel épisode. Maëlle, encore une fois, un immense merci pour le partage que tu viens de faire derrière ce micro. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir.
et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt.